Haine de liesse dans les rues d'Alger. Elles font suite à l'annonce du président algérien de renoncer à un 5e mandat. Visite officielle du président français Emmanuel Macron à Djibouti. Elle s'inscrit dans sa tournée dans la région de l'Afrique de l'Est. Puis au Venezuela, le Parlement a décrété l'état d'alerte et ce après 4 jours de panne d'électricité. Ravi de vous retrouver, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session de l'information sur Sika TV. Je l'annonçais en titre, le président algérien a annoncé qu'il ne briguera pas un 5e mandat. La nouvelle a suscité la joie chez des millions d'Algériens, mais également des doutes. Abdelaziz Bouteflika ayant parallèlement annoncé le report sine die de la présidentielle prévue pour le 18 avril prochain. Les images dans cet élément. C'est l'effervescence dans les rues d'Alger. À l'origine de cette manifestation de joie, ce message du président Bouteflika lu à la télévision nationale. Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question. Pour moi, mon état de santé et mon âge ne m'assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle république en tant que cadre du nouveau système algérien que nous appelons de tous nos voeux. Des mots que des millions d'Algériens rêvaient d'entendre depuis des semaines, au cours desquelles ils n'ont eu de cesse de manifester pour réclamer la fin du règne de leurs dirigeants. Mais quelques heures seulement après l'euphorie, le doute s'installe déjà dans l'esprit de nombreux Algériens qui s'interrogent sur le report de la présidentielle d'avril, plongeant de facto le mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a en effet renoncé à briguer un 5e mandat, assurant toutefois rester en poste jusqu'à la présidentielle reportée à une date inconnue, plongeant ainsi son 4e mandat devenu l'enjeu de la poursuite des manifestations selon des opposants. Le chef de l'État a annoncé la tenue d'une conférence nationale inclusive et indépendante représentative de la société algérienne qui permettra de fixer la date de la prochaine présidentielle. En Guinée-Bissau, les partis politiques ont commencé ce lundi à afficher leurs ambitions, alors qu'il faudra attendre jusqu'à demain pour savoir si le scrutin législatif de dimanche permettra de dénouer une crise de plus de 3 années au sommet de l'État dans ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. Notons que le scrutin en question a été marqué par une forte participation des citoyens. Au reportage. Initialement attendu dans les 48 heures, la proclamation par la Commission nationale des élections des résultats du scrutin pour pouvoir les 102 sièges de l'Assemblée nationale à la proportionnelle à un tour aura finalement lieu ce mercredi. Ces résultats devant être validés ensuite par la Cour suprême. Nous appelons la communauté internationale et les médias en général à s'abstenir de diffuser des informations liées aux résultats. La seule structure habilitée à le faire est la Commission nationale des élections, a déclaré ce lundi Félix Bertha Vaz Moura, une responsable de la commission. Tandis que le pays attend toujours les résultats, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert affirme que, selon son décompte, le parti est confortable, mais ne prétend pas ouvertement avoir remporté les élections législatives. Nous sommes confortables avec les résultats qu'on a maintenant. Et ça nous laisse un peu confortable par rapport à ça. Le plus important maintenant, c'est d'attendre, c'est d'avoir la patience et d'attendre que la commission électorale annonce les résultats finaux. En ce qui le concerne, le parti MADEM G15 a annoncé être ouvert à une coalition. Quand le peuple peut nous donner 49, je ne sais pas combien, si on n'a pas les 51, donc tu ne peux pas. Il faut une coalition. Mais ça dépend aussi des autres formations politiques. Le siège de la Commission nationale des élections dans la capitale était ce lundi sous la surveillance de l'ECOMIB, la force de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, déployée depuis 2012 en Guinée-Bissau pour y sécuriser la transition politique après le dernier putsch qui avait interrompu la présidentielle cette année-là.
Et parlant toujours des élections en Guinée-Bissau, Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission d'observation électorale de la CEDEAO, a salué le comportement exemplaire des partis politiques et des candidats. On le suit. Les partis politiques et les candidats se sont comportés d'une manière exemplaire, respectant ainsi les textes et lois régissant les élections, ainsi que le code de bonne conduite et d'éthique adopté par eux le 14 février 2019. Le chef de mission, après avoir recueilli les préoccupations des partis politiques en lice, a lancé un appel aux acteurs politiques à maintenir un environnement apaisé durant tout le processus électoral. Il a par ailleurs exhorté les Bissau-Guinéens à sortir massivement pour exercer leur droit de vote dans le calme et la sérénité. La mission saisit cette occasion pour lancer un appel à tous les Bissau-Guinéens à œuvrer inlassablement pour la consolidation de la paix, la cohésion nationale et la poursuite du dialogue inclusif afin de préserver l'intérêt général. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce lundi à l'aéroport de Djibouti, accueilli par son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Djibouti est le premier pays où il se rend dans le cadre d'une tournée de 4 jours de la Corne de l'Afrique. Le chef de l'État français entame ainsi sa tournée de 4 jours dans l'Est africain. Après avoir atterri ce lundi soir à Djibouti, Emmanuel Macron se rendra sur la base militaire française. L'objectif principal de ce périple est de défendre la place de la France dans cette région qui suscite la convoitise des grandes puissances, notamment la Chine. Après Djibouti, le président français poursuivra vers l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants. Il sera le premier président français à se rendre dans ce haut lieu de la chrétienté, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise, Emmanuel Macron se rendra ensuite dans la capitale Addis Abeba, où il rencontrera la présidente Sahle-Work Zewde et le chef de l'exécutif, le Premier ministre. L'Éthiopie est devenue le premier excédent commercial de la France en Afrique subsaharienne, à 791 millions d'euros en 2017 contre 386 millions un an plus tôt, en grande partie grâce à des ventes d'Airbus A350 à Ethiopian Airlines. Le lendemain matin, il se rendra au siège de l'Union africaine pour évoquer notamment les coopérations dans le domaine de la ville durable. Après l'Éthiopie, Emmanuel Macron se rendra à Nairobi, dernière étape de sa tournée. Il s'y entretiendra avec le président kenyan Uhuru Kenyatta. La question du financement de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, qui se bat contre les insurgés islamistes radicaux Shebab et à laquelle le Kenya contribue en troupes, pourrait être abordée. Les deux présidents devraient dans un second temps évoquer les projets communs d'infrastructures de transport avant un dîner d'État. Nomination de quelques 110 conseillers à la présidence par Félix Tshisekedi en RD Congo. Mais jusque-là, toujours pas de Premier ministre, un choix qui dépend d'un accord passé avec son prédécesseur Joseph Kabila. Au total, 80 conseillers au cabinet du président de la République démocratique du Congo ont été nommés dans 16 collèges, à raison de 5 par collège. Ces nominations récompensent des fidèles du parti de Félix Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ou de son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, chef de l'Union pour la nation congolaise. Déjà la semaine dernière, le président Tshisekedi avait composé son cabinet comprenant une trentaine de membres. Plusieurs internautes ont accusé Tshisekedi de privilégier des membres de sa communauté Luba. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a dénoncé un cabinet scandaleusement pléthorique, budgétivore et d'une dizaine seulement de femmes, environ 17%. Le nouveau président n'a toujours pas nommé de Premier ministre depuis son investiture le 24 janvier. En effet, sa coalition CAP pour le changement doit former une coalition gouvernementale avec le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, qui a gardé une large majorité absolue à l'Assemblée nationale. Martin Fayulu accuse toujours les deux hommes d'avoir organisé un putsch électoral et revendique la victoire avec 61% des voix.
La lutte contre l'épidémie d'Ebola se poursuit en RD Congo. 3 jeunes ingénieurs tentent de lancer un robinet à déclenchement automatique pour éviter la propagation du virus. Quelques-uns des innovateurs expliquent. Nous aurions voulu accompagner l'équipe de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. C'est de cette façon que nous avons commencé à imaginer et à monter, à concevoir ce lavabo automatique. Nous, de notre côté, nous aurions voulu les accompagner au contraire et non pas s'attaquer à des équipes qui peuvent nous aider à éradiquer effectivement cette épidémie à travers la région. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup voir nos frères faire un exploit pour essayer d'aider la riposte dans ce fléau qui frappe la population. C'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment quelque chose à encourager. Puis au Venezuela, le Parlement dominé par l'opposition a décrété l'état d'alerte après 4 jours de panne d'électricité. Et ce, à la demande de Juan Guaidó, président par intérim autoproclamé. L'Assemblée nationale, dominée par l'opposition, a placé ce lundi le Venezuela en état d'alerte. Le décret soumis au Parlement par Juan Guaidó stipule que l'état d'alerte est décrété sur tout le territoire national en raison de la situation calamiteuse dans le pays, due à l'interruption du service de distribution de l'électricité. Le président par intérim autoproclamé fait également appel à la coopération internationale pour sortir le pays de l'ornière. Devant les députés réunis en session extraordinaire ce lundi, l'opposant Juan Guaidó a de nouveau appelé la population à manifester ce mardi dans tout le pays et à Caracas. En retour, le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé la population à la résistance active contre les attaques fomentées selon lui par les États-Unis contre le système électrique du pays afin de préparer une intervention militaire. Malgré le retour progressif du courant dans plusieurs quartiers de Caracas, la situation reste chaotique pour la population. Se procurer de l'eau et de la nourriture à un prix abordable devient un véritable enjeu plus de 4 jours après le déclenchement de la pire panne qu'ait connue le pays. Et le moindre bloc de glace se négocie comme tout le reste en dollars, jusque dans les moindres recoins du pays. Voilà, c'est sur cette note du Venezuela que prend fin cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur Sika TV. À très bientôt. Au revoir.